Bonjour à tous, merci Philippe, merci Robotic Place pour cette invitation. On va parler donc d'interface humain-machine et je vais commencer par vous présenter deux interfaces humain-machine, deux IHM, qui vous verrez, elles ont la même fonction, mais elles n'ont pas la même tête. Je vous présente donc deux IHM, voici une première IHM. Bienvenue chez Spoon, merci de remplir les choses ci-dessous pour annoncer votre venue. Votre prénom, Luc. Similité de votre rendez-vous, monsieur. Nom du rendez-vous. Dupont, heure de rendez-vous, 14h30. Envoyé. Merci Luc, votre rendez-vous a été prévenu. Vous pouvez patienter ici le temps que votre rendez-vous vienne vous chercher. Voilà, donc là on est sur une IHM assez traditionnelle, on va parler d'IHM navigationnelle, où on navigue à travers différents menus, à travers différents champs. Et je vais vous présenter donc une deuxième IHM. Bienvenue dans les bureaux de Spoon. Je vais t'annoncer auprès de ton rendez-vous. Quel est ton prénom? Je m'appelle Luc. Enchanté Luc. Avec qui as-tu rendez-vous et à quelle heure? Avec monsieur Dupont à 14h30. Super. Je viens de t'annoncer, tu peux patienter ici, le temps que ton rendez-vous arrive. Je reste là si tu veux me poser des questions sur Spoon. Donc là on est sur une IHM, on va parler d'IHM conversationnelle et notamment on verra multimodal. Ça va être tout le sujet de mon intervention et comment aujourd'hui on applique notamment ce type d'interface à des robots. Donc je suis Luc Trunzler, je suis directeur associé chez Spoon, où notre mission, comme vous l'avez vu, c'est de donner des visages à des machines pour faciliter leur interaction avec nous, les humains. Et ça passe donc par des personnages interactifs, expressifs, hauts en couleur, qui vont être capables de nous voir, de nous entendre, de nous parler, mais aussi, on le verra, de réagir à notre présence. Ils peuvent s'interfacer sur différents supports, des petits écrans, des grands écrans, des robots, et on verra aussi des voitures. Alors on va parler de deux niveaux, de deux couches d'interaction chez Spoon. Un premier niveau qui est un niveau d'interaction sémantique et multimodal, où les personnages ne vont pas juste nous voir et nous entendre, ils vont aussi être capables de comprendre ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Capables de voir si je suis tout seul, si je suis accompagné, si je lui montre un objet, quel est cet objet? Si je montre une direction, quelle est cette direction? Capable d'entendre via de la reconnaissance vocale, de comprendre via des technologies de chatbot derrière et d'apporter des réponses via notamment de la synthèse vocale. On va permettre trois modalités d'interaction, soit par la voix, qui peut être pratique si j'ai les mains prises par exemple, par le biais du toucher, si l'écran est tactile et que je suis pressé, et on permet une troisième modalité qui est le geste. Si je suis par exemple loin du dispositif et que c'est bruyant, je vais pouvoir aussi, avec différents codes, interagir avec le personnage. On a ensuite un deuxième niveau d'interaction, un peu plus original. On va parler d'interaction primaire, instinctive. On parle même chez Spoon d'interaction animale, où l'idée va être de conférer au personnage des capacités d'interaction non verbale. En fait, on va essayer de lui conférer quelques codes de communication qu'on a en commun, nous les humains, avec les grands mammifères. Alors, par exemple, quand je vais arriver devant le personnage, il va me suivre du regard. Si je me rapproche brutalement de lui, il va reculer, sa pupille va se dilater. Si je me mets à sourire, il va me sourire en retour. On va activer là ce qu'on appelle les neurones miroirs. Je souris, tu souris, je baille, ce qui va pas être évident sur scène. Vous baillez, je suis surpris, vous êtes surpris. Bref, l'idée est d'engager dans le personnage différentes micro-interactions, à la fois sur le visage, à la fois sur le langage corporel, pour donner la sensation à l'utilisateur qui est en face, que le personnage vraiment réagit à sa présence, donner une sensation de vie pour créer une situation propice à l'interaction et notamment à l'interaction vocale. Alors pour vous en convaincre, ce soir, si vous rentrez chez vous, essayez de parler à votre télévision et vous verrez, c'est compliqué, c'est pas naturel de parler à une télévision où il n'y a pas justement en son sein, par exemple, une petite entité qui va soutenir votre élocution, soutenir le fait que vous êtes en train de lui parler et qu'elle est en train de capter ce que vous dites. Ceux qui ont des enceintes connectées chez eux l'ont peut-être déjà vu, expérimenté.
cela demande une certaine concentration, une certaine charge cognitive de parler comme ça à une petite boîte avec 4 lucioles. Parce que c'est pas naturel, on n'est pas nous câblés les humains pour parler à des boîtes avec 4 lumières. On est fait pour parler à des visages qui nous regardent et encore une fois qui nous montrent qu'on est en train de capter ce qu'on est en train de dire. Donc on a fait différents tests sur des grands écrans, sur des petits écrans, sur des robots, dans des voitures. Et on s'est en effet rendu compte qu'avoir un personnage comme ça qui renvoie tous ces feedbacks visuels, eh bien ça soulage cette fameuse charge cognitive. Les personnes ne voient plus l'écran, ils ne voient plus le robot, ils ne voient plus la voiture, ils voient le personnage et ça fluidifie l'interaction notamment vocale, qui est vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui à libérer dans nos interfaces. Parce qu'on sait que l'interaction vocale, elle est vraiment puissante dans la communication. Aujourd'hui, l'interaction vocale, elle est permise grâce à 2 technologies. La reconnaissance vocale, ça va être l'oreille, et la synthèse vocale, ça va être la langue. Aujourd'hui, ces technologies, bien que matures, elles sont très peu déployées. Il y a très peu de machines avec lesquelles on parle au quotidien. Et la principale raison, c'est qu'on s'est uniquement focalisé sur synthétiser des mots. On s'est très peu focalisé sur l'émotion, qu'il est important de générer dans la parole, notamment au niveau de la tonalité, de la prosodie, du rythme, et encore moins sur l'aspect visuel. Donc chez Spoon, on en a fait du coup notre expertise. On a essayé justement, pour fluidifier la communication entre les humains et les machines, d'adresser également ces 2 sujets-là. Alors vous l'avez vu, hein, on a un positionnement assez fort dans le design de nos personnages. On n'est pas sur des humanoïdes photoréalistes comme vous et moi. Alors bien sûr, on s'est amusé à faire ça comme tout le monde, mais on en est vite revenu. Parce qu'on s'est rendu compte que faire des humanoïdes photoréalistes, ben, ça soulève quand même beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes éthiques. Faire croire à des humains qui parlent à un humain alors qu'en fait c'est une machine, ben ça c'est problématique. Ça crée aussi de la surpromesse, ça crée des attentes qu'on ne pourra pas satisfaire, et in fine, ça crée de la frustration et du rejet. Et on s'est aussi rendu compte du coup qu'en partant plutôt sur des personnages cartoonesques qui viennent de l'univers de Disney, de Pixar, eh bien on a un curseur sur l'expressivité qui est beaucoup plus important que sur des humanoïdes photoréalistes et qui va nous permettre du coup de générer beaucoup plus d'émotions. Et l'émotion, c'est un facteur clé de succès dans l'entrée en interaction et l'engagement de conversation avec une machine. On s'est focalisé que sur les bras et la tête, enfin les mains et la tête, parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui exprime le plus également d'éléments sur le non-verbal. Il y a peu de gens qui ont aujourd'hui, je pense, regardé mes chaussures ou mes genoux depuis que je suis sur scène. Ce qui est vraiment important, c'est la gestuelle au niveau des mains et du visage. L'industrie qui, on pense, va être la première à vraiment prendre à bras-le-corps et déployer en masse ce type de nouvelle interface très visuelle, c'est selon nous l'industrie de l'automobile. Alors pourquoi? Rien qu'aux États-Unis aujourd'hui déjà, 70 millions de personnes chaque jour utilisent leur assistant vocal dans la voiture. Mercedes, BMW et ici Renault vont incarner très prochainement des petits personnages dans les cockpits de voiture. Ce personnage, c'est Renault, R-O-N-O, il sera dans la R5 électrique en juin 2024 pour justement venir incarner la voix de l'assistant vocal, diminuer cette fameuse charge cognitive, faciliter davantage cette interaction avec sa voiture en rajoutant notamment ces couches non-verbales et émotionnelles. Je vais me concentrer à présent donc sur un projet de robotique humanoïde où Spoon est assez présent parce que le cofondateur d'Enchanted Tools, dont on va parler, est aussi le cofondateur de Spoon. Cette personne-là, c'est Jérôme Monceau, que vous voyez ici à l'écran, qui est donc à l'origine des robots Mirokai, qui sont des robots qui évoluent sur une boule et qui ont pour objectif demain de faire ce qu'on appelle de la logistique sociale. C'est quoi? C'est la capacité pour un robot de déplacer des objets dans des environnements sociaux, normés, comme des hôpitaux, des restaurants ou encore des hôtels. Pas des entrepôts, des environnements où il y a des humains dedans. Dans l'hôpital, il faut savoir aujourd'hui, c'est 10% du temps que passe le personnel soignant à déplacer des objets. Donc l'objectif va être ici de soulager cette tâche. Si je décris brièvement ce robot, on a 3 parties comme tout robot humanoïde qui fait également de l'interactivité. On a la partie interaction, qui ici, vous voyez un visage très expressif, très coloré, qui est projeté sur une visière. On a ensuite la préemption, qui va être la capacité pour le robot de saisir des objets. Et on verra, c'est qu'un seul type d'objet qui sait saisir. Et enfin, on a la boule, qui rappelle un peu BB-8 dans Star Wars, et qui permet en fait au robot de se déplacer facilement
sur un espace très restreint, de faire un 360 rapidement, et de pouvoir aussi être facilement déplacé. Dans les hôpitaux, dans des couloirs, c'est important de pouvoir facilement déplacer un robot, chose qui n'est pas facile avec un robot bipède. Vous avez vu là notamment les poignées, donc le robot, il peut saisir que ça. Mais ça, il sait super bien le saisir. Il les voit même à travers les murs, parce qu'il y a des émetteurs Bluetooth derrière. Donc si je reviens sur la partie qui nous intéresse, qui est la partie interaction, on a à nouveau les deux niveaux d'interaction. On a la partie sémantique multimodale, le personnage nous voit via une RealSense, il nous entend via 3 micros directionnels, il nous parle via une enceinte qui est sur son torse. Et ensuite, pour ce qui est donc de la partie non verbale, qui est ce que vous avez compris vraiment notre expertise, le sujet sur lequel on essaye d'aller le plus loin possible, on a 4 leviers. On a les bras, qui vont faire du langage corporel, on a le visage, dont on a déjà parlé, et on a 2 autres leviers. On a le cou, où on a là ce qu'on appelle l'articulation orbita du robot de pleine robotique qui est Richie, qui va permettre, c'est une articulation avec 3 degrés de liberté, qui va permettre au robot de faire oui, qui va permettre au robot de faire non, qui va permettre aussi au robot de faire du mimétisme. Si je me baisse, il va se baisser aussi. Et enfin, on a aussi les oreilles, comme les chevaux, qui vont être en capacité de renvoyer des feedbacks visuels, qu'on va, nous, en tant qu'humains, interpréter de façon beaucoup plus rapide que de la voix ou du texte. C'est l'importance, encore une fois, du non-verbal. Là, les oreilles elles vont pouvoir, par exemple, exprimer de la compréhension ou de l'incompréhension. Un dernier levier qu'on a activé pour faciliter l'interaction avec cette machine, et notamment de créer davantage de cohérence dans la situation d'interaction que je pourrais avoir avec un Mirokai, c'est qu'on a créé, en collaboration notamment avec Gaumont, tout un monde, tout un lore, tout un storytelling autour de ces personnages. Quand vous parlez à un Mirokai, en fait, vous parlez à un personnage qui vient du monde Miroko. Les Mirokai vivent en parfaite harmonie avec leur nature sur cette planète-là, notamment autour d'une énergie qui s'appelle le Mirium. Et il se trouve que cette énergie, nous les humains, on la génère. À chaque fois qu'on imagine, à chaque fois qu'on rêve, à chaque fois qu'on fait preuve de créativité, on génère du Mirium. Du coup, les Mirokai, ils passent à travers un portail pour venir sur Terre collecter du Mirium. Et comme un astronaute a besoin d'une combinaison pour aller dans l'espace, et bien les Mirokai ont besoin aussi d'une combinaison pour évoluer dans notre monde qui ne répond pas aux mêmes lois physiques que Miroko. Imaginez-vous demain parler à un héros de science-fiction que vous appréciez, un Zelda, un Yoda, un Thanos, un Mario Bros. Quand vous allez interagir avec ce personnage-là, vous allez embarquer, consciemment ou inconsciemment, toute la dynamique autour de ce lore, autour du background du personnage, qui va rajouter de l'émotion. Et des dynamiques, du coup, qu'on trouve vraiment intéressantes, avec lesquelles on joue, du coup, dans l'interaction. Je vais finir par un dernier sujet qu'on a aussi réussi, entre guillemets, à libérer grâce à la libération d'interactions vocales permise, encore une fois, par une interaction très visuelle. Ah pardon, je voulais juste faire une petite parenthèse. On fait ce type de lore et de background pour tous nos personnages. Et vous verrez bientôt, notamment par rapport à Renaud, tout le lore qu'on a créé pour ce personnage, qui va justement avoir pour objectif de rendre le personnage, encore une fois, cohérent dans l'interaction que vous auriez avec lui, et attachant. Dernier point, je disais que je voulais aborder ici, qu'on a réussi du coup à libérer, grâce, encore une fois, à l'interface visuelle qui libère, encore une fois, la parole, c'est ce qu'on appelle le NIP, ou programmation par interaction naturelle, ou comment programmer un robot social par la voix. Aujourd'hui, si je veux apprendre à programmer un robot pour qu'il déplace un objet d'un lieu A à un lieu B, qu'il fasse ça tous les matins, sauf le dimanche, eh bien ça va pas être facile. Il va falloir que le roboticien, l'intégrateur, ait anticipé dans son interface de programmation les différents champs, les différents menus qui vont permettre de satisfaire cette combinatoire de règles. Et notamment le sauf le dimanche. Et ça, c'est pas évident. Donc, dans la plupart des cas, malheureusement, il faudra faire un développement spécifique pour cette règle spécifique. Le NIP va permettre justement d'enlever ce frein et d'en enlever un deuxième. De permettre en fait à des personnes qui ne sont pas formées justement à ce type d'interface, par exemple, comme du personnel soignant, de pouvoir, dans un couloir, par la voix, reprogrammer le robot ou programmer le robot sur une nouvelle règle. Donc ça permet davantage d'inclusion, davantage d'accessibilité à la programmation d'un robot social, mais ça permet aussi, sur la combinatoire de règles, d'avoir une possibilité quasiment infinie, parce que le langage naturel permet d'exprimer beaucoup plus de choses que des menus déroulants ou différents champs de saisie.
Alors ça n'économise pas, bien sûr, d'avoir quand même quelque part une application visuelle qui répertorie les différentes règles que le personnel soignant aurait créées comme ça à la volée dans un couloir, pour la modération, pour la priorisation, pour supprimer certaines règles. Mais ça reste quelque chose qui est assez puissant aujourd'hui, c'est tout nouveau, c'est un nouveau champ de la programmation qu'on est en train aujourd'hui d'explorer. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je suis là si vous avez des questions, et n'hésitez pas par mail également, si vous voulez plutôt m'en poser à froid plus tard.